suis Mifi. Il est Dutch. Donc, bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. Comme vous voyez, nos conférences ont toujours des thèmes variés. Là, je vois les étudiants plus dans les programmes cliniques là, qui vous bien avoir hâte à aujourd'hui. Moi, j'avais hâte. Donc, on a la chance d'avoir une clinicienne bien avisée. Donc, docteur Agathe Chevrier. Donc, je prends mes notes pour rien oublier. Mais docteur Chevrier est neuropsychologue pédiatrique. Elle est copropriétaire de la clinique Le Sénat, que vous probablement là, que vous connaissez, que vous avez entendu parler. Dans les dernières années, elle a développé une forte expertise au niveau des troubles du calcul. J'avais d'ailleurs vu une formation, ça fait quand même plusieurs années, qui était excellente sur la dyscalculie. La QMP peut-être. Oui, c'était vraiment bon. Et aussi sur la douance ou le haut potentiel intellectuel. Elle fait aussi des évaluations TSA. Depuis 2006, elle supervise des étudiants en fin de parcours doctoral ou en internat ou qui font un internat pour obtenir des équivalences de l'OPQ. Elle est aussi co-auteure de la troisième édition du livre Neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent, troubles neurodéveloppementaux et d'apprentissage, que vous connaissez peut-être. Cette édition-là est de 2018 et c'est une bible pour un neuropsychologue pédiatrique. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Elle est régulièrement invitée à l'Université de Montréal, à l'UQAM pour donner des cours à des étudiants en bac au cycle supérieur. Donne des conférences, formations sur les troubles neurodéveloppementaux et les troubles d'apprentissage. Puis vous l'avez aussi peut-être entendu dans les médias, là, tu agis parfois dans les chroniques sur le développement de l'enfant, troubles neurodéveloppementaux. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Plaisir. Merci de l'invitation. J'allais dire au CERNEC, pardon, au cérébrum, ça traduit un petit peu. Ça s'appelait le graine dans mon temps. Alors, le langage a quand même évolué de ce groupe de recherche-là. Ce que je disais avant de partir ici à une psychoéducatrice de l'équipe, moi, on est en février 2026. Je vais avoir mon permis de l'OPQ. Ça va faire 20 ans, le 14, c'est samedi à Saint-Valentin. Fait que ça fait 20 ans que j'ai mon permis, que je pratique la neuropsy. Puis quand j'écoutais là, que c'est vrai que je supervisais des étudiants, genre ça faisait 1 an que j'avais mon permis, dans ce temps-là, les règles de l'OPQ n'étaient pas du tout les mêmes d'aujourd'hui. Fait que je suis neuropsy clinique depuis tout ce temps-là. J'ai pas fait, j'allais dire, de la vraie recherche, ça. Depuis ce temps-là non plus. Participé à quelques projets, mais encore là, très clinique, entre autres avec l'école Vanguard. Bon, c'est con, hein? Attends, pour avancer ma diapositive. Allez. Faut-tu juste je clique? Excusez. Magique, ça va. All right. OK. Donc, en fait, c'est vrai que dans ce qu'Anne disait, j'ai fait différentes choses, mais en même temps, en tant que neuropsychologue clinique, il y a beaucoup de rôles, il y a beaucoup de chapeaux qu'on peut porter, il y a beaucoup de tâches qu'on peut effectuer. Mon expérience en clinique, je l'ai faite au travers de différentes choses. Puis pourquoi je vous le présente ici? Parce que s'il y a une des choses, en tout cas que je suis heureuse d'avoir fait, c'est de rester à jour le plus possible, autant que faire se peut. Je vous dis ça parce que, étant en clinique, je côtoie beaucoup d'autres neuropsy, hôpital, école, clinique privée, évidemment. Mais de se mettre à jour, ça demande un effort, ça demande de l'initiative, puis il faut être proactif. Surtout quand on est en clinique. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus naturel quand on est dans le milieu universitaire ou tout ça, dans les publications, mais en clinique, c'est une chose de dire, OK, j'utilise un nouveau test qui est sorti. C'est une autre chose de lire la littérature scientifique. Donc, en étant, entre autres, superviseur d'étudiants, en côtoyant des étudiants et tout ça, ça nous permet de nous garder à jour. C'est un petit peu ça, comme je vous dirais, qui m'amène aujourd'hui à dire, OK, quand j'ai eu la demande de conférence, je me dis de quoi je vais parler, de tout, de rien, de n'importe quel sujet. Fait que je me suis dit, je vais parler de ma pratique un petit peu, puis sans faire un cours d'histoire de ce qui a changé. C'est de là où est venu un peu le retour du balancier. Quand j'ai commencé en 2006, j'ai assisté à un moment donné à une conférence à l'hôpital Sainte-Justine, juste au bord de la rue, où
le but de la conférence, c'était d'expliquer aux professionnels et aux médecins que ça existait, la dyslexie, que ce n'était pas un trouble affectif, que ce n'était pas un trouble de l'enseignement, que ce n'était pas juste des étudiants paresseux. Alors, on n'est plus là. Là. Que vous y croyez ou croyez pas, là, ça, c'est votre problème, mais je veux dire, ça existe un patron où le lecteur lit différemment et lit avec plus de difficultés. Donc, on n'est vraiment pas rendu à la même place. Et au fil du temps, je veux dire, notre rôle de neuropsy a changé. Quand la dyslexie n'existait pas je prends la dyslexie parce que c'était la chose, disons, la plus flagrante à cette époque-là. Quand ça n'existait pas, les profs, fallait les convaincre. Les écoles, fallait les convaincre. Les parents, fallait les convaincre, entre guillemets, que leurs enfants n'étaient pas juste paresseux, puis que s'il lit plus, il va savoir lire. On n'est plus rendu là aujourd'hui. Alors, toujours dans les limites imposées par notre code de déonto, le but, ça a été donc de travailler en évaluation neuropsy à aller dire, qu'est-ce que je peux enseigner, entre guillemets, coacher, apprendre, diffuser. Et moi, étant neuropsy, par les évals neuropsy. Ça fait que j'ai fait des évals neuropsy beaucoup. J'en fais plusieurs par année. Puis travaillant avec des gens, je veux dire, il y a peut-être plus que des centaines, là, si on veut, par année, des dossiers, des évaluations. Puis j'en fais encore quotidiennement. Ce matin, j'étais en remise. Hier matin, hier après-midi, j'étais en éval. Alors, c'est quelque chose que je fais encore au quotidien, passer des whisks, même si on les sait par cœur. Le code de déontologie a évolué, les pratiques ont évolué. Ça reste que c'est dans ce cadre-là qu'il faut faire nos balises. Il faut respecter, je vous dirais, les balises de la pratique. Et à un moment donné, comme je vous dis au début, ce qu'on fait en neuropsy, c'est dire, la neuropsy, c'est le lien cerveau-comportement, effectivement. Quand quelqu'un arrive quand même dans ton bureau, que ce soit référé par l'école, le médecin, le parent lui-même, l'ado lui-même qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a. Demain, j'ai une rencontre avec un ado que j'ai évalué il y a 8 ans. C'est sa mère qui appelle, elle dit là, tu avais dit qu'il n'était pas sur le spectre de l'autisme et tout, mais là, il ne croit pas ça. Fait que j'ai dit, OK, s'il croit. Elle dit là, il veut vraiment te parler là, parce qu'il dit que ça ne marche pas, puis OK, parfait, on va regarder ça. Alors, la neuropsy, c'est aussi ça, c'est aussi d'expliquer le fonctionnement cognitif. Si jamais je me suis trompée, je réévaluerai la situation. Oui, notre but, c'est de déterminer est-ce qu'il y a un diagnostic. La demande, des fois, c'est de dire, ouais, mais c'est parce que mon enfant voudrait un ordinateur à l'école ou un tiers-temps. C'est une chose, mais moi, je ne travaille pas pour donner des accès à des ordinateurs. Est-ce qu'il y a un diagnostic? On va en parler, mais ça reste que peu importe le profil de l'élève, de l'étudiant, de l'adulte qui nous consulte, le but, c'est de dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les impacts au quotidien? Alors, c'est un peu comme ça, dans le fond, qu'on va travailler. On va faire des tests, on va faire des anamnèses, on fait des choses de base, entre guillemets. Il n'y a pas je veux dire, les tests neuropsy, la plupart des tests, sauf certains, peuvent être utilisés, pas juste par les psychologues, je veux dire. Alors, le but, c'est de dire qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu en dis. On a donc nos tests, nos épreuves, c'est de dire, OK, qu'est-ce que ça va donner sur les activités de la vie quotidienne de la personne, tout en considérant le fonctionnement émotionnel et affectif. Puis ça, je vous dirais, je pense qu'il y a, en tout cas, de pratique et d'expérience, on tend à l'oublier en tant que neuropsy. On donne souvent une trop grande, bon, peut-être pas souvent, mais on donne parfois une trop grande importance à nos résultats, à nos tests. Pas qu'ils ne sont pas valides. Le but de les faire, c'est parce qu'il y a une raison à un diagnostic différentiel. Sauf que si ce n'est pas ça qui est rapporté au quotidien à l'école, si ce n'est pas ça qui est rapporté à la maison, si ce n'est pas ça qui est rapporté dans les questionnaires, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir l'expliquer. Et le tout est dans l'objectif d'émettre pas des recommandations ou de dire aux parents qu'est-ce que je fais. Puis ça, je ne sais pas vous si c'est différent, mais je ne sais pas si vous avez beaucoup de cours sur la prise en charge, sur qu'est-ce qu'on fait, sur c'est quoi les recommandations, c'est quoi les adaptations à l'école, qu'est-ce qu'a fait l'ergo, l'orthophoniste,
la psychoède, la TES à l'école. C'est quoi la différence entre la TES et la psychoède? En tout cas, moi, j'en avais pas beaucoup de cours à ce niveau-là. Ça, c'est un apprentissage que vous allez devoir faire de vous-même, possiblement, parce que c'est ça le mandat qui vous est donné généralement par les parents. Qu'est-ce qu'on fait? Pas juste, oh, l'attention divisée pour 9e rang centile. OK, merci, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, c'est là où, au début de ma pratique, et il y a encore, même après ça, il y a 10 ans, nous, on était là pour dire dans le rapport, là, puis je l'écrivais en gras des fois en disant, il faut que l'enfant aille un tiers-temps de plus. Il faut que l'enfant voie l'orthopédagogue. Il faut aller en ergothérapie. Aujourd'hui, si on écrit ça comme ça, ben, on va se faire un petit peu ramasser. Les écoles le savent qu'il y a des besoins. Les écoles savent c'est quoi un plan d'intervention. C'est rendu très clair que c'est l'école qui a le droit et le pouvoir, c'est pas moi qui l'ai, de dire cet élève-là, oui, va avoir un plan d'intervention, cet élève-là n'en aura pas. De confirmer, voyons, comment dire, forcer un petit peu, d'enseigner, de dire il y a un problème et vous devez agir. Aujourd'hui, des fois, c'est un petit peu le contraire. À un moment donné, ça m'arrive dans les remises, oui, mais là, on devrait mettre ça. Je dis, oui, mais là, ça ne sera pas réaliste. Ça ne sera pas réaliste de tout mettre ça à l'école. Il y en a trop. Il y a trop d'élèves qui ont des besoins, qui ont des besoins en ressources humaines, en ressources matérielles, en ressources financières. L'école ne fournit plus. Là, ben, on l'entend, là, on le voit, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, peu importe. Les écoles sont saturées, débordent. Puis même à l'université, je veux dire, puis c'est correct, c'est normal, mais la cohorte d'il y a 15-20 ans, ben, est rendue à l'université aujourd'hui, pour certains. Alors, c'est de dire, dans les classes, je veux dire, moi, c'est arrivé, des étudiants qui disent, parce que je vais dans le local isolé pour faire mon examen, avoir plus de temps, puis il y a plus de monde que dans le local régulier. On est comment qui, qu'est-ce qui se passe? La mesure d'adaptation pour les enfants, les jeunes adultes, admettons, tu as un trouble anxieux ou tu as un TDA ou peu importe, c'est pas qu'elle n'est pas valide. Mais là, à force d'avoir fait des évaluations individuelles, des besoins individuels et de demander le plus de mesures individualisées possible par individu, c'est comme si là, on se ramasse à dire, ouais, mais là, on n'est comme pas capable de fournir. Est-ce réaliste? Des fois oui, des fois non. Aménager l'environnement académique, social, familial, etc. C'est ça le but de nos recommandations. Quand on travaille avec l'enfant en garderie, au primaire, au secondaire, ça va. Mais encore là, au secondaire, c'est compliqué. Au cégep, il y a quand même de la latitude. À l'université et au cégep, les mesures sont un petit peu plus carrées, si on veut, un peu plus restrictives. Sauf qu'arrive après ça le stage ou le milieu de travail. Je ne sais pas quel emploi. Après ça, va dire, ben, je vais te donner un tiers de temps de plus pour faire tes tâches. Je ne couperai pas ton salaire parce que c'est ça qui arrive aussi à un moment donné. Ou, malheureusement, il y a certains étudiants qui sont venus qui sont comme, ben, j'ai fini par réussir en prenant, mettons, plus de sessions, puis la personne a réussi ses cours, puis parfait. Sauf que l'application réelle dans le quotidien, ben, après ça ne fonctionne plus. Puis c'est là, des fois, où je me dis, puis il y a un père qui m'a dit, ben, je vous ai. Il va dire ce qu'il a dit, là, mais je ne peux pas le dire, là, mais il a sacré. Puis il a dit, ouais, mais ton boss, là, elle va pas adapter, elle va pas y écrire sur un post-it ses consignes de travail, elle va pas y donner un tiers de temps de plus. Puis là, ben, quand elle fait ça, ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille 3 jours semaine, mais 3 jours semaine, elle ne sera pas capable de vivre sa vie. Bon, là, fait que je suis comme, ouais, non, ben, je ne sais pas quoi dire. Alors, à un moment donné, il faut aussi dire, OK, l'enseignement individualisé, c'est super puis c'est génial, mais ce n'est pas toujours réaliste. Puis là, je pense que en gros, là, je veux dire, le système craque, là, mais c'est pas.
possiblement aussi. Des fois, je me dis, est-ce qu'on est allé un peu trop loin? Je ne pense pas que c'est juste notre faute, là. Je ne mets pas la responsabilité de la société sur les épaules. Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs contributifs qui changent aussi la vitesse de traitement de l'information moyenne. Je veux dire, oui, l'informatique, les réseaux sociaux, etc., font que la transmission de l'information est rapide. On n'est pas capable de suivre tout. Le cerveau ne traite pas beaucoup plus vite qu'en 1980 les informations. Et la quantité d'informations sous laquelle on est comme enfoui, elle est plus rapide. Alors, il y a un gap qui se crée, c'est sûr. La quantité de gens qui vont être en surcharge va être plus grande. Ben, c'est pas, est-ce que c'est toujours, en fait, par des mesures de la neuropsy dans son rapport ou du neuropsy dans son rapport, ça va régler ce gap-là? Pas tout le temps. Cela étant dit, je n'ai pas démissionné, puis je pense qu'on a quand même un rôle à jouer. Je pense qu'on peut quand même appliquer les principes pour, entre autres, aller voir est-ce qu'une personne a un trouble neurodéveloppemental. Je travaille avec des adolescents, je travaille avec des adultes, mais si on veut, le tronc commun dans tout ça, c'est vraiment dans les troubles neurodéveloppementaux. Si quelqu'un vient, comme là, on avait une demande, est-ce que vous allez pouvoir diagnostiquer, c'était la seule demande, le syndrome de Diogène? Ouais, non, là, ça, c'est pas mon expertise. C'est comme un trouble d'accumulation compulsive, admettons. Là, je suis comme non, là, moi, avec mon QI, mes blocs et mes affaires, là, je comprends qu'on peut aller plus loin que ça. Il y en a des neuropsies en psychiatrie, mais ils vont être mieux placés que moi. Alors, le DSM reste quand même des balises à respecter. Tous les troubles neuropsy ne sont pas dans le DSM d'une certaine façon, mais encore, on se doit de respecter autant notre code de déontologie que ce qui existe aussi comme ligne directrice. Quand on fait notre éval, quand on rencontre l'enfant, la famille, le parent, le prof, peu importe à qui on parle, le but, c'est d'avoir en tête à peu près, puis moi, j'ai toujours l'image, je ne sais pas si vous savez, Who's Who, là, le jeu, là, les petites plaquettes, là, les faces de bonhomme, là, bon, pas un gars, une fille, un chapeau, pas de chapeau, je ne sais pas quoi, là. Moi, c'est comme ça que j'ai avec les diagnostics, si on veut, du DSM. Puis là, je me dis, OK, je rencontre quelqu'un, là, je les ai toutes dans ma tête. Qu'est-ce qui fit, qu'est-ce qui ne fit pas? Alors, il faut que je les aille, il faut que je sache où je m'enligne. Peut-être qu'il n'y en aura pas de diagnostic. Mais quand on fait l'anamnèse, le débroussaillage avec le client, à mes yeux, c'est comme une des parties quasiment les plus complexes parce que c'est dire, moi, je pars à zéro, rien, tabula rasa, puis là, il faut qu'on s'enligne à quelque part. Alors là, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui n'est pas, etc. Puis bien là, dans ma tête, je flippe, comme dans le jeu, là, les différents diagnostics. Et quand on arrive au passage à l'acte, c'est-à-dire à la rencontre avec le client ou le patient ou l'usager, selon ou l'enfant, ou en tout cas, selon le milieu de travail, vous l'appelez différemment. Oui, on fait passer un WISC. Là, je me suis dit, il me semble, neuropsy, pas de WISC en clinique, ça se peut quasiment pas. Le tout petit, c'est le WIPSI. L'ado adulte, c'est le WAIS. Là, le 16 février, lundi, il y a la foire des outils neuropsy là, à la QNP. Puis là, ils vont présenter des nouvelles versions qui s'en viennent, qui sont sorties, juste en anglais, évidemment. Ça s'en vient en français après. Mais j'imagine qu'il y a quand même une base commune qui va rester. Alors, le WISC, c'est pas parfait. Les échelles de Wechsler sont pas parfaites. C'est pas les meilleurs outils du monde. C'est pas les meilleurs outils de la Terre. Mais ça reste que c'est dans les outils les plus utilisés depuis des dizaines d'années et donc les plus étudiés depuis des dizaines d'années dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues avec des normes différentes, même si c'est dans la même langue. Donc, on le connaît. Puis quand on connaît bien quelque chose, on en connaît autant les limites que les forces, que les failles. C'est une des choses qui en fait sa richesse. Puis c'est dire, si j'arrive à l'utiliser, outre que de faire toutes les 8000 analyses statistiques qu'ils nous proposent, puis de dire, c'est sûr qu'un jour, il y a une corrélation, il y a de l'allure, là, vous le savez, là, vous êtes en recherche. Là, présentement, vous en faites des stats, j'imagine. Là. C'est sûr que plus on teste, plus on fait des corrélations, plus il y a quelque chose qui sort. Mais à un moment donné, c'est de dire, qu'est-ce qui est pertinent cliniquement? Ce qui est pertinent cliniquement, ça ne veut pas dire que c'est toujours l'analyse statistique qui est présentée non plus. Fait que moi, mon schéma, encore là, mon image que je vais aller utiliser, c'est de dire, OK, si je compare
les différents indices, le raisonnement, ce qui est la base du QI. L'intelligence, comme je dis entre guillemets, l'intelligence ne se réduit pas au test du QI, c'est complètement faux, mais ça reste que les indices de QI sont encore fortement corrélés avec la réussite académique, la réussite scolaire. C'est aussi pour ça que ce test-là a été créé, donc ben, ça marche, il remplit son mandat. Donc, on a le raisonnement, puis on a l'efficacité à la tâche, les indices instrumentaux. Puis quand on le regarde comme ça, est-ce qu'il y a des différences raisonnement, fonction instrumentale, verbal, visuel? On arrive à dresser des fois un profil, on arrive à voir sont où les forces, sont où les lacunes, sont où les faiblesses de la personne, à quel âge, est-ce qu'il y a des variations? Donc, cet outil-là, c'est ça qui en fait presque un inévitable quand on travaille, peu importe avec l'âge de la population. En même temps, ce qu'on va voir, c'est que d'un autre côté, il n'est absolument pas suffisant à rien. De faire un WISC, ça a beau être le test de QI qu'on connaît le mieux, de ça, je ne peux pas en tirer tant de choses que ça au niveau de conclusion diagnostique. Ça ne veut pas que je peux dire que je ne peux pas tirer d'informations, mais ce n'est pas avec le WISC que je vais savoir s'il y a un trouble d'apprentissage, s'il est Tourette, s'il y a des troubles de comportement. Mon profil, que ce soit, bon, là, ici, c'était sur la dyscalculie, mais même avec plusieurs troubles, ce n'est pas un outil qui est sensible aux différents troubles diagnostiques dans notre DSM. Alors, si on revient à ce que je vous disais, ben, ça veut dire que, comme je dis, c'est loin d'être suffisant. Il a été très utilisé parce que très connu. Alors, on sait qu'il y a quand même des choses qui ressortent, mais dans la majorité des études, je les ai clairement pas toutes lues, c'est certain, mais ce qu'on voit qui ressort, c'est, ben, s'il y a un gros trouble de langage, le raisonnement verbal va être plus faible. Là, ça va, on s'entend. Mais si on veut voir les autres troubles, comme que ce soit dans l'autisme, dans le TDAH, qui sont des troubles très étudiés, généralement, c'est dire ben, la mémoire de travail est plus fragile, ben, la vitesse de traitement est plus fragile. Dans l'autisme, c'est souvent ça, c'est l'indice de vitesse de traitement. Dans les troubles instrumentaux, donc d'apprentissage, lecture, écriture, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas avec notre WISC qu'on va arriver à dire. Donc, il va falloir aller creuser. Puis, on va aller creuser jusqu'où on peut, parce que notre préval aussi a ses limites. Moi, principalement, comme je vous dis, je travaille avec des enfants. Avec des enfants, ben, y a-tu le goût de venir un matin? Il n'y a pas le goût de venir un matin? Comment il s'est levé? Comment il ne s'est pas levé? Bref, on a une photo de cet enfant-là. Il est où, lui, dans sa courbe de développement? Je veux dire, on n'a pas une date à laquelle, je veux dire, la marche, ça se développe, il y a une fourchette. C'est comme ça pour le langage. Bien, pour les fonctions cognitives, pour l'attention, les fonctions exécutives, etc., il y a aussi une fourchette. Vous, cet enfant-là, vous le prenez où dans cette fourchette-là? Bien, c'est pour ça qu'on a des marges d'erreur. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de variabilité. Les enfants ne se développent pas tous pareils. Si l'enfant vient pour une évaluation, pour qu'on y voit clair, bien, ça se peut qu'il y ait des diagnostics qu'on ne connaisse pas encore. Un enfant, par exemple, qui est sur le spectre de l'autisme, a généralement un développement, j'allais dire, pas comme ça, pas linéaire, pas avec une belle courbe. C'est des plateaux, puis ça monte, puis ça descend, puis c'est tout d'un coup, puis il y a une semaine, il était non-verbal, puis cette semaine, il parle. Ben oui, ça arrive, ça, des fois. Ou des choses, on n'est pas capable, puis on se rend compte, ben, ça m'est arrivé de travailler 20 minutes avec un enfant, j'essayais de lui faire empiler des cubes. Je veux dire, il construit des Legos de 100 morceaux, là, tu sais, puis là, il ne veut pas empiler mes cubes. Je suis comme, ah ouais, on me dit, là, la mère est là, comme pas des jelly beans, je ne sais pas si c'était un jelly bean, un cube, un jelly bean. On essayait n'importe quoi. Puis finalement, j'avais ma petite construction, je l'ai mis là, il les a toutes faites, comme jusqu'au dernier. On passe d'un scale score à 1 à un scale score à comme 15. Bon, parce que j'ai déplacé sur ma table de 20 cm à peu près. Ben, c'est ça, c'était pas dans son champ de vision. Lui, il n'avait pas le goût de regarder là où je ne sais pas quoi. Ben, des fois, c'est ça. Travailler avec les enfants aussi, puis j'aurais pu passer à côté de cette affaire-là, de la table-là, puis pas le savoir. Alors, on est en évaluation, c'est pas un contexte écologique, c'est pas comme dans la classe, c'est pas comme à la maison.
Donc, il y a vraiment des limites à notre évaluation. Elle n'est pas valide ad vitam aeternam. Puis après ça, ben, c'est de dire, OK, est-ce que cet enfant-là a un trouble ou un retard? Là, moi, je ne suis pas bonne en design, là. Ça fait que c'est de base, là, mes petits dessins. Mais je pense que ça transmet le message. Euh, si la courbe noire, c'est, admettons, la courbe attendue, peu importe, là, le langage, la lecture, les maths, n'importe quoi, le développement d'une fonction XY, il y a des enfants qui vont avoir des développements ben, différents, pas linéaires, puis encore différents. Mais ça va rejoindre la norme. Peu importe quelle est la norme, là. Au niveau conceptuel, ça va rejoindre la norme. Mais il y en a que ça ne rejoindra pas, cette norme-là. Sauf que vous, si vous évaluez cet enfant-là à des moments pendant qu'il est en train d'apprendre, est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que ça ne l'est pas? On l'a vu, entre autres, avec le trouble d'attention, le TDAH, qu'on se rend compte, ben, il y a bien des troubles qui ne sont pas des troubles, qui sont des retards. Mais ça, je vais le savoir quand la personne va avoir 20 ans. Bon, est-ce qu'on pose des diagnostics donc de retard attentionnel jusqu'à temps qu'il ait 20 ans? On s'est comme entendu qu'on disait trouble, mais il y a des troubles qui disparaissent. Par définition, ça ne devrait pas être le cas. Par définition, un trouble, c'est persistant. Ça varie dans le temps, ça varie dans les manifestations, ça varie dans la sévérité, mais c'est permanent. Sauf que le TDAH, qu'on dit à 10 ans ou à 8 ans, ben, il ne l'est peut-être pas. Alors, c'est comme peut-être pas un TDAH, mais vu que c'est tellement long, la maturation complète des fonctions frontales, exécutives et tout, que ben, on dit trouble, puis on dit il n'y a plus de trouble. On se contredit totalement, là, mais en tout cas, ça va que c'est ça. Là, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est de dire, à un moment donné, ben, là, si on prend, admettons, les troubles d'apprentissage, la personne qui serait sur la courbe en vert, elle aurait un retard parce qu'à un moment donné, elle l'a rattrapé. La personne qui serait en vert, elle aurait un trouble. Puis, à un moment donné, c'était oui, mais tant qu'il n'y a pas 2 ans d'écart scolaire, 2 ans d'écart scolaire. Dans le DSM-5, ce qui est quand même arrivé de différent, c'est de dire, OK, ben, il n'y a pas juste ça, il y a aussi l'intervention qui doit avoir lieu. Et l'intervention, ça marche. Dans le sens où il y a des enfants, on pourrait jurer notre main qu'il y a un trouble en lecture ou quoi que ce soit, qu'il y a un suivi, puis que ça débloque. Il y avait besoin de coaching, il y avait un retard, c'était moins naturel. Alors, cette intervention-là, ici au Québec, c'est beaucoup plus rare que c'est les neuropsys qui en font. En Europe, en Belgique, en France, il y a beaucoup plus de neuropsys qui font de l'intervention, puisque l'intervention neuropsy, là, cognitive, qui travaille beaucoup l'attention, entre autres. Là, c'est surtout ça, ben, surtout, en tout cas, très souvent ça qu'on entend parler. Mais nous, ici, ce n'est pas nous qui, généralement, qui allons faire l'intervention. Puis c'est là où il faut dire, OK, ben c'est quoi l'intervention qu'il y a eu? On se base beaucoup sur le modèle de réponse à l'intervention. Là, on n'est plus en neuropsy. On s'en va dans le domaine de l'éducation où, par exemple, ce modèle-là de réponse à l'intervention, on dit, bon, ben en général, l'élève dans la classe, il y a un peu de misère, je vais y répéter, je l'aide, ou j'aide la classe au complet, ou je répète lentement pour toute la classe. Ça, c'est le niveau 1, admettons. Donc, c'est des interventions générales, globales. Ah, mais quand il y a quand même un peu de misère, OK, je vais l'amener. Si je suis le prof, je vais l'amener à mon bureau. Je vais y répéter. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Donc, c'est de dire, OK, ça ne progresse pas tant. Quand on arrive généralement à l'intervention de niveau 3, ce serait là, dans un monde idéal, où au besoin, la neuropsy, l'évaluation, ou en psychoscolaire ou autre, là, je dis neuropsy par déformation, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, la neuropsy devrait être impliquée s'il y a lieu. Si là, l'enfant est pris en charge individuellement, selon son profil, en orthophonie, en ergo, etc., ou en orthopédagogie, puis ça ne fonctionne pas, l'idéal, c'est que c'est là qu'on arrive, est-ce qu'il y a un trouble? Mais malheureusement, des fois, on arrive n'importe où. On fait avec. Je vous dirais quand même qu'avant, on posait le diagnostic beaucoup plus rapidement. Mais à un moment donné, ben, je pense qu'on se trompait là-dedans. La réponse à l'intervention, comme je dis, ça a quand même été démontré que ça fonctionne, que ce modèle RAI-là fonctionne bien quand il est appliqué de façon sérieuse. Il ne l'est pas toujours.
Mais c'est là où il faut aussi connaître qu'est-ce qui a été fait. Fait que si on prend notre WISC, qu'on a notre QI, qu'on arrive à faire une évaluation des maths, de la lecture ou autre, ben, on va voir ensuite, OK, qu'est-ce qu'il y en est? Moi, dans mon évaluation, où je suis? Comme je vous disais, le WISC à lui seul, ce n'est pas un outil diagnostique. Et encore là, ça a longtemps été, ah, mais un écart significatif va nous dire qu'il y a un trouble. Puis là, ben, récemment, c'est plus dire, hey, wow, avec vos écarts significatifs, là, il y en a des écarts significatifs dans la vie, puis c'est comme vraiment normal. J'ai réévalué cet automne un jeune que j'avais vu, ben là, il y a 15-16, j'ai dû le voir quand il avait 8 ans, là, je ne sais pas trop. Peu importe, mais à 8 ans, là j'avais posé un diagnostic de syndrome de dysfonction non-verbale. Il y avait un QI non-verbal à comme 85, il y avait 130 de QI verbal. C'est un jeune hyper brillant, particulier, qui avait toutes sortes d'enjeux, tatati, tatata, TDAH dans le tapis. En tout cas, bref, prise en charge, toutes sortes de choses. Il vit vraiment beaucoup d'enjeux sociaux, personnels, etc. Je le revois à 16 ans, aucune trace de trouble visuospatial, logique, constructif, même pas de TDAH, il ne m'a pas cru. J'ai dit, ben, je te jure, là, les tests plates sur ordinateur que tu as fait, tu les as tous eus, tu as été super bon. Il dit, je comprends. Je dis, ben, moi aussi, j'étais surprise parce que tu as comme l'air d'un TDAH dans le tapis, tu sais. Mais il y a peut-être du comportement, il y a l'attrait du gain, il y a, en tout cas, comme je dis, toutes sortes d'autres choses dans sa vie. Mais puis je suis comme, hey, tu sais, genre, tous les diagnostics que je t'avais posés à 8 ans, ça n'existe plus. Puis, on peut échouer par hasard, là, c'est vrai. Réussir par hasard, c'est quand même plus rare, puis c'est pas mal plus compliqué. Échouer parce que je ne suis pas motivée, parce que je suis fatiguée, parce que je ne regarde pas, parce que j'en ai rien à cirer, parce que je veux sortir du local, parce que peu importe la raison, c'est facile. Mais réussir de façon consécutive, où tu es vraiment chanceux au hasard, là, puis tu as tout par hasard, puis il y a une maîtrise qui est là. Ça fait qu'à un moment donné, dans la littérature, on commence à le voir, à dire, hey, wow, les écarts, les diagnostics avec les écarts, il faut vraiment faire attention parce que ben, c'est comme normal d'avoir des écarts. Ce qui était avant un petit peu pas l'expertise du neuropsy, là, mais presque de dire, ah, mais je suis capable de voir des écarts dans son profil neuropsy, donc. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment être vigilant là-dessus parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Quand je vous dis quand même que les tests de QI, ça ne pose pas de diagnostic, c'est vrai, mais en même temps, il y a quand même le diagnostic de trouble du développement intellectuel, la déficience intellectuelle légère, là, c'est plus fréquent, où là, explicitement, il y a une demande d'avoir un test de QI. On doit démontrer que la personne a un QI à plus ou moins 70, ou 70 et moins, là, je veux dire, et un déficit du fonctionnement adaptatif dans la même zone. Donc, c'est celui-là ici. Oui, vous devez l'administrer. Oui, ça, il va falloir le faire. C'est peut-être à peu près le seul moment où le QI va être obligatoire si on veut. Puis, je mettais en ligne, là, j'ai parlé tantôt de la QNP. C'est un site qui est très riche et dans leurs vignettes, j'appelle ça les vignettes cliniques, c'est sans doute pas même qu'ils l'appellent, mais si vous allez dans la partie documentation, je pense que cette partie-là, elle est ouverte à tous. Là, je ne suis pas sûre qu'il faut être membre pour ça, mais ils vont vraiment bien solliciter des neuropsys experts dans leur domaine pour expliquer chacun des troubles. Mais oui, c'est ouvert à tout le monde. En tout cas, même aux parents, vous pouvez le recommander fortement. Là, ça vaut vraiment la peine. Puis sur la DI, entre autres, parce que je l'ai relu, c'est Christiane Flessas et Sébastien Monette qui l'ont écrit. Puis il est bien expliqué, en tout cas, celui-là et plusieurs autres. Donc, je pense qu'on est chanceux quand même d'avoir la QNP. Il n'y a pas beaucoup d'endroits que c'est aussi riche comme ça. Quand on parle du QI, bon, ben oui, il y a la déficience intellectuelle. Bon, je me suis dit, j'allais glisser aussi un petit mot à propos du haut potentiel puis de la douance.
Là, j'ai écrit douance ici, mais comme je me dis, ou comme je dis à tout le monde ici, le mot douance, à la limite, ne devrait jamais être utilisé seul. Une douance en quoi? Tu sais, on dit-tu la personne a un trouble? Elle a un trouble. Mais encore, je veux dire, les Olympiques, là, il y en a des doués en bain des affaires là-bas. Là. Ben, c'est pas d'eux que je parle, moi, quand je fais mon petit test de QI. Alors, il faut parler quel genre de douance. Et c'est là où arrive beaucoup de confusion. Euh, il y a des citations qui datent là-dedans et tout ça, mais en soi, avoir un cerveau qui apprend rapidement, qui se développe peut-être précocement par rapport à certains acquis, dont le langage, dont la lecture, qui est capable de faire certains liens et certaines abstractions, c'est pas un problème. C'est un avantage. Avoir un cerveau brillant qui fonctionne bien ou vite, c'est pas un trouble, c'est pas un diagnostic, c'est pas dans le DSM et ça aura, à mes yeux, jamais raison d'être en soi. Est-ce que ça teinte les manifestations? Oui, puis on va voir. Tantôt, oui, c'est ça. Il y a un article, entre autres, il y a un groupe de recherche, c'est Mathieu Pilon qui est là-dedans, qui était d'ailleurs un étudiant d'ici, qui travaille beaucoup là-dessus. Puis effectivement, il faut voir que c'est vrai qu'une personne qui a un haut, tu sais, si je parle d'un cerveau de façon biologique, un cerveau qui fonctionne de façon très efficace va teinter les manifestations des troubles. Mais en soi, ce n'est pas un problème. Et là-dessus, la littérature est de plus en plus claire, puis ça, bon, ça date même un petit peu, cette revue de littérature-là, mais même là, quand on était encore en train de, ça date 2018, quand là, on disait à ce moment-là, non, mais je te dis, la douance, c'est des décrocheurs, c'est des anxieux, ils ont des troubles de psychopatho, des troubles de santé mentale, de dire, OK, mais quand on ressort la littérature, là, c'est petit, là, vous ne le voyez pas, là, mais tout ce qui est en vert, c'est dire la douance ou les enfants au potentiel vont mieux que les enfants dans la moyenne. En jaune, c'est bon, ben, c'est égal, il n'y a pas de différence. Puis ce que j'ai mis en rouge, c'est c'est peut-être vrai que les enfants au potentiel, ouf, ont plus de difficultés. Alors, quand ça a commencé à être de plus en plus officiel, c'était quand même déjà assez évident de dire, tu sais, wow, là, 2 secondes, là, je veux dire, il y en a encore des gens qui vont consulter. Oui, je pense que je suis à haut potentiel parce que j'ai des gros troubles sociaux, puis je suis très rigide, puis je n'arrive pas à être efficace dans ma vie. Bien, OK, tout ça, c'est peut-être vrai. Ce n'est pas impossible que la personne soit à haut potentiel, mais ce n'est pas à cause qu'elle est à haut potentiel qu'elle a ces dysfonctionnements-là. Ça, c'est. Il y a une boîte noire au milieu qu'il va falloir aller explorer. Et il y a aussi l'aspect de la définition. C'est quoi être à haut potentiel? En fait, si on dit c'est quoi être à haut potentiel, ça simplement, ça se définit. Un haut potentiel intellectuel, statistiquement ou mathématiquement, on peut le définir. Un fonctionnement à haut potentiel ou être dans la douance, c'est là où ça devient beaucoup plus large. Être dans la douance, pourquoi? En mathématiques, pour le fonctionnement scolaire, avoir des avances mathématiques. Puis en soi, qu'il y ait plein de définitions, c'est pas grave, sauf que ce que ça fait ici, par exemple, c'est que les comparaisons sont aucunement comparables. Les tests utilisés sont différents, les cut-offs sont différents. Il y en a qui disent que c'est des avances en maths ou des forces en maths. Il y en a qui disent ben c'est les profs qui sélectionnent les meilleurs de la classe, c'est eux les doués. Ça ne veut pas dire que les gens ont tort, ont raison, mais ça fait en sorte que la littérature et la recherche dans ce domaine-là est très difficile. En fait, c'est très difficile de faire ressortir des tendances. Donc, il n'y en a pas une définition, mais le haut potentiel ou le potentiel intellectuel, si on est capable de le mesurer, ça, on peut quand même le voir. Il y a aussi des balises établies. Il y a aussi des règles à respecter. Puis là, une gêne niaiseuse, là, mon chum, quand il a vu ça, il a fait comme tu me niaises. J'ai dit, mais non. Parce que je l'avais donné comme exemple à un moment donné, mais mettons que tu fais de la limonade. Là. La limonade au citron, aux cerises, on s'en fout là, de la limonade. C'est pas écrit nulle part dans la recette de la limonade, vous n'avez pas le droit de verser du ketchup dedans. T'sais. Le ketchup ne va pas dans la recette de la limonade. Mais ça n'a pas de bon sens de mettre du ketchup dans la limonade.
mais ça ne sera pas écrit qu'on n'a pas le droit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites de ce que je n'ai pas le droit de mettre dans la douance. Oui, mais les doués, finalement, c'est comme ça qu'on va calculer l'appui, c'est comme ça qu'on va faire l'évaluation. Mais des fois, c'est aberrant. Alors, il faut faire attention, il faut rester dans les bonnes pratiques. Puis des bonnes pratiques, il y en a quand même qui datent. Je veux dire, ce n'est pas si récent pour que ça ait été publié dans le journal de l'OPQ, c'est que ça fait un bout de temps qu'on y a pensé, puis ça fait un bout de temps que c'est sorti. C'est de dire, bon, ici, ils vont parler d'un QI à 130 avec un seuil de confiance. En même temps, ici, la douance intellectuelle s'inscrit dans un continuum. Ce n'est pas juste dichotomique. Ce n'est pas comme tu l'es, tu ne l'es pas. Ce n'est pas vrai que c'est seulement un QI à 130 qui fait qu'il y a des gens qui ont des hauts potentiels intellectuels, puis qu'au moment où tester le QI, ben, ça ne donne pas 130 pour une raison X, Y, Z, ou parce qu'il y a un trouble associé ou autre chose. Mais il y a des bases, puis il y a des limites. Puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui est pertinent là-dedans, c'est de dire, OK, pourquoi j'ai besoin d'évaluer, admettons, le potentiel ou le haut potentiel de quelqu'un? Puis c'est là aussi où il y a eu, je vous dirais, des retours du balancier une autre fois, entre autres, mais d'un QI, si ce n'est pas à 130, ben, c'est rien pantoute, à bon, ben, le haut potentiel, ça commence à 110 et plus, où là, on a fait comme oui, parce que. Puis là, on est comme, OK, ben attends une minute, là. Il y a quand même une zone où il faut que la personne se situe en termes de rendement ou de performance, mais c'est peut-être vrai aussi que ça dépend de la définition qu'on veut. Si moi, je veux sélectionner pour mon équipe de hockey ou pour mon club d'échecs ou pour une école qui va faire un enseignement plus rapide, ben, ma sélection de la douance dans cette aptitude-là ne sera pas toujours la même. À l'UQTR, le groupe de recherche sous la direction de Lynn Massé offre de l'information tellement riche, tellement bonne, tellement valide, je vous recommande fortement que ce soit d'aller voir. Ça fait quand même longtemps, là, je pense que j'ai écouté le MOOC pendant la pandémie. Là. Dans le sens, ça fait un petit bout, mais c'est mis à jour et donc il y a le site L'éducation des élèves doués. C'est une page, puis il y a beaucoup d'informations et les élèves doublement exceptionnels. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour les profs, pour les parents, pour vous, pour le dépistage, pour qu'est-ce que c'est, etc. Alors, c'est extrêmement riche, c'est gratuit, c'est accessible à tous et c'est assez valide. Donc, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est pourquoi la personne viendrait en éval neuropsy pour dire, puis quand je vous dis c'est vrai, je suis dysfonctionnelle socialement, suis-je douée? OK, mais là, on va réfléchir. On va essayer d'aller voir si la personne correspond, mais on va essayer d'aller voir aussi pourquoi la personne est dysfonctionnelle socialement. Parce que la dysfonction sociale n'est pas un critère d'identification de la douance. Absolument pas. Tout comme, je pense que c'est 30 de la population normale, là, tout venant, qui a des enjeux d'hypo-hypersensibilité sensorielle, comme une gang de monde, là, 30 de la population normale. Alors, dire, ben, je suis hypersensible, je dois être doué, c'est quand même un petit shortcut. Même chose pour le TSA, je suis hypersensible, j'aime pas les étiquettes sur mes vêtements, je dois être autiste. Ben, peut-être que oui, mais peut-être que non. Il faut faire attention à ces associations-là aussi. Donc, ça dépend du contexte théorique, etc. Et il y a eu aussi, dans ce contexte-là, je prends cet exemple-là parce que ben, ça fait parler, je vous dirais, quand même beaucoup. Et c'est de dire, ben, tu sais, un peu comme un trouble, justement, tu n'as pas un trouble. Ah, tu es en trouble. Tu sais, je veux dire, il y a un trouble dans quelque chose. Il est tout aussi possible d'avoir des zones de haut potentiel ou des zones de douance intellectuelle dans certaines compétences. C'est là aussi où on se rend compte que ben, il y en a beaucoup de gens qui ont des zones de haute potentialité ou de haut potentiel. C'est pour ça que, je veux dire, cette littérature-là commence à être de plus en plus acceptée, de dire, OK, mais c'est une chose, le haut potentiel général, mais à un moment donné, il faut aussi aller voir c'est où. Puis pourquoi? Parce que des fois, c'est de dire, OK, mais so what? Tu sais, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, s'il y a une personne qui est dyslexique puis qui a en même temps certaines zones de haut potentiel,
ben, ce n'est pas tout à fait pareil la prise en charge. Puis le fonctionnement à l'école peut être un peu différent. Si on a une personne qui a des facilités scolaires, mais que ce n'est pas tout le profil qui est élevé, ben, il va falloir faire attention. Fait on a longtemps eu tendance à émettre des recommandations larges pour tout le monde. Tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Ah, tu es à haut potentiel, il faut que tu fasses de l'accélération scolaire. Tu es TDAH, OK, il faut que tu aies un paravent, des coquilles. Oui, mais non. Oui, mais pas tout le temps. Alors, en disant ça, je me contredis dans ce que je vous disais tantôt, de dire, mais là, on est finalement rendu dans l'individuel, que là, c'est rendu plus réaliste. Je suis moi-même en dissonance cognitive avec moi-même parfois, là. Ce que je veux peut-être terminer pour le haut potentiel ici, là-dessus, c'est encore là d'être vigilant. Puis, particulièrement avec ça, parce que ça reste que c'est délicat, que ce soit des parents, un adulte, une personne qui se demande si elle a différents enjeux ou un trouble, admettons. Quand une personne, si je prends le graphique de gauche ici, si une personne, ça c'est juste pour vous mettre en contexte, là, ce serait, admettons, la courbe normale. La largeur des bandes de couleurs ne représente pas la grande variabilité, la grandeur sous la courbe. Là. La zone de la moyenne du 25e rang centile au 75e, ici on s'entend que ça devrait être pas mal plus large, là, ça devrait prendre 50 Ce n'est pas proportionnel. Les points noirs, ici, c'est les 5 QI différents au test de QI. Le WISC ou le WIPSI ou le WISC. Ça ne dérange pas. Le WISC, il y en aura un de moins, mais... Alors, on n'a pas les IAG ou les EGQI. Fait qu'on a le raisonnement verbal, admettons, logique visuelle, visio-spatiale. Raisonnement verbal, logique visuelle, visio-spatiale. Et c'est là où, oui, pendant un bout de temps, ça, j'avais travaillé avec Élodie Autier, qui est aussi une neuropsy, qui travaille en clinique privée, qui travaille beaucoup sur le haut potentiel de la douance aussi, puis qui a écrit un livre d'ailleurs avec une équipe de neuropsy, là, 10 questions sur, là, ça c'est une collection, en tout cas, je vous le recommande fortement, 10 questions sur le haut potentiel, 10 questions sur le TDAH, 10 questions sur, encore là, c'est des professionnels qui sont vraiment chevronnés dans leur domaine. Si je prends ici à gauche, par exemple, cette personne-là a un très bon potentiel intellectuel, en logique, etc. Et là, j'ai coupé, là, mais quand on faisait le reste de son profil intellectuel, la majorité des résultats se situaient dans la zone autour du haut potentiel, peu importe, mais très, très, très élevé. Sauf qu'il y a un problème en langage. L'écart est assez important. On est ici autour du 10e rang centile, 10-12e rang centile, je veux dire 84, 90, 95. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe en langage. Chez cette personne-là, on ne va pas dire qu'elle a un fonctionnement intellectuel dans la moyenne faible. On ne va pas généraliser le déficit à son fonctionnement. On va aller dire, hey, son fonctionnement général est là, mais il y a un trouble. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu, à un moment donné, des dérapages en neuropsy. Et je pense qu'il faut qu'on s'entende aussi. Là, je vous fais, c'est des vrais cas, là, je les ai choisis, mais ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. On a aussi des enfants, par exemple, ici, c'est le profil contraire, qui a une force langagière très exceptionnelle, qui, par contre, dans les autres compétences, oui, au test de QI, mais dans le reste de son profil, a des lacunes et a des difficultés. Dire de cet enfant-là, il est à haut potentiel intellectuel parce qu'entre autres, là, il y a un vocabulaire hallucinant, là, etc. Mais il y a certains défis. C'est une erreur tout aussi grande que de dire ici, cet enfant-là a un fonctionnement intellectuel dans la moyenne faible, mais il y a des forces. Ici, son profil à cette personne-là était généralement limité, ou bien pas limité, déficience intellectuelle, là, mais en dessous de la moyenne. Cet enfant-là avait de la misère à l'école, là, vraiment, et dans la vie, et à certaines choses. Mais finalement, bon, on le prend en charge, puis ça va aller. Mais de voir des conclusions, de dire c'est un enfant à haut potentiel intellectuel, parce qu'on a certains résultats-là
mais qui a des difficultés, ça lui porte préjudice. Ça lui porte préjudice parce que les attentes vont être à haut potentiel intellectuel, même si on amène 12 000 nuances à côté. C'est un petit peu pour ça, pour dire qu'on ne va pas généraliser un trouble si c'est un trouble isolé. On ne va pas généraliser un fonctionnement dans la douance si on a une compétence, je l'ai appelée compétence exceptionnelle, peu importe le nom qu'on lui donne. Alors, il faut faire attention à ça parce que là, ça peut créer des enjeux d'estime de soi, de stress, etc., parce que ça place les attentes, là. Bien là, accélération scolaire, bien oui, tu me niaises, accélération scolaire, là. Jamais de la vie. L'enfant va crouler sous la pression. Fait qu'il faut faire attention. Oui, on veut mettre de l'avant les forces, mais on ne veut pas les généraliser. Donc, on s'en vient un peu sur la fin pour dire, en fait, c'est pas quand même parce qu'on est à haut potentiel intellectuel qu'on n'a pas, que notre cerveau n'a pas de problème. Il est possible qu'un cerveau soit en même temps très efficient au niveau de l'apprentissage et cognitif, mais qu'il y ait aussi des difficultés majeures, par exemple, à apprendre à lire ou par exemple au niveau du TDAH ou étant, par exemple, sur le spectre de l'autisme et en étant à haut potentiel. Ben, c'était ça que je vous parlais tantôt. Un des articles, entre autres, dans l'équipe où Mathieu Pilon travaille, c'est que ce qu'on se rend compte, effectivement, c'est que si, bon, dans cet article-là, c'est des enfants qui ont un trouble d'attention, un TDAH clair, OK, on ne se pose pas trop la question d'une certaine façon, mais si l'enfant ou la personne est à haut potentiel et si elle ne l'est pas, ben, l'interprétation ou la perception des autres n'est pas la même. On ne voit pas les mêmes choses. Et c'est là de dire, ben, tant mieux, la personne compense. Puis effectivement, donc ça camoufle certains défis. Sauf que des fois, ça peut amener à un certain épuisement ou à un certain stress. De là, parfois, au dire, ben, d'identifier si la personne use ou compense ou est trop en compensation, on ne veut pas amener un épuisement ou une fatigue, ou etc. Puis c'est que des fois, ça va faire que plus tard, ou si on attend, ben là, le déficit devient extrêmement marqué parce qu'il n'a pas été soutenu ou coaché plutôt. Prise en charge avec un TDAH, ce n'est pas juste une question de médication, mais c'est juste, OK, bien, apprends à vivre avec, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aménager certaines choses. Ça ne veut pas juste dire des mesures à l'école. Donc, oui, ça peut masquer, on peut voir juste le trouble, on ne peut pas voir l'autre. Alors, ça amène des profils différents, mais ça ne veut pas dire qu'en soi, c'est un trouble. Donc, un peu comme je vous disais, ici, que ce soit pour le trouble des apprentissages, en neuropsy, ce qu'on veut aller faire, c'est d'essayer d'aller, oui, comprendre le profil pour présenter les choses. Par contre, on a appris au fil des ans aussi à respecter tous les joueurs, si on veut, entre autres l'école. On ne peut plus, je ne sais pas si on a bien fait, mais en tout cas, il y a un bout de temps, on n'avait pas le choix, arriver avec nos gros sabots dans notre rapport ou quoi que ce soit en disant c'est ça que vous faites, c'est ça que vous faites, c'est ça que vous faites aux écoles. Ça ne fonctionne plus comme ça. Puis là, des fois, c'est de dire ouch, j'en ai-tu trop demandé? Moi ou on, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, puis là, on n'est plus capable de fournir. Parce que des fois, c'est de dire, ben, il y en a qui ne sont pas bons dans certaines affaires. C'est super plate, là, mais moi, il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas bonne. J'étais nulle en physique. J'étais nulle. Bon, OK. Fait que j'ai pas eu de temps d'intervention pour ça. J'ai dit, s'il te plaît, fais-moi passer à mon prof de cégep. Ça a marché. Bing, bang. Je m'en suis sortie. J'ai promis de ne pas construire de pont. Tout a marché. C'est un peu une joke, mais ce que je veux dire, ça se peut que le monde, des fois, soit pas bon dans les affaires. Ça se peut. Ben, s'il n'y a pas besoin d'un plan d'intervention pour tout le monde si on n'est pas bon dans quelque chose. Des fois, tough là. Je veux dire, j'ai l'air bien froide comme ça, mais si on essaie de prendre en charge avec les moyens du système scolaire ou de santé ou etc., toute difficulté pour aplanir, ça ne marchera pas, là. Ça ne marchera pas. Puis autant les enfants que les parents, que le système, on va être écartelés dans tout ça. Donc, s'il y a vraiment un déficit et s'il y a vraiment des choses qu'on doit mettre en place, OK, bien, c'est quoi l'ampleur? C'est quoi les impacts?
Est-ce que c'est vraiment un trouble spécifique? Est-ce que c'est une conséquence d'un autre trouble? Je veux dire, d'avoir un enfant qui fonctionne comme une dyslexie, mais qui a un TDAH carabiné avec un trouble exécutif ou qui a, j'allais dire pas de lobe frontal, mais c'est pas vrai, là, mais pas de fonction frontale exécutive efficace, ben, ça peut mimer une dyslexie. Alors là, c'est de voir, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour savoir si c'est un trouble spécifique de l'autisme ou un Tourette ou un TDAH, il faut qu'on aille chercher des marqueurs spécifiques ou des maths ici, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont communs. Je vous parlais de l'hypersensibilité, là, mais la rigidité. Un Tourette, c'est rigide, un TDAH, ça peut être rigide, un TS. Là, je dis un, là, excusez, c'est pas gentil, là, mais une personne ayant que. Je ne veux pas m'excuser si j'ai plus que quelqu'un. Donc, est-ce que c'est spécifique? C'est de dire, ben, OK, avec tous mes critères aussi, là, je donne par exemple des fois ce qu'on a vu récemment dans les dernières années, est-ce qu'il arrive quelque chose? Ça, c'est des choses qui arrivent, admettons, socialement. Il est arrivé la COVID. Ben oui, c'est arrivé. Ça n'a pas tout expliqué. C'est pas vrai que ça a fait des cohortes d'enfantistes parce qu'ils ne sont pas allés à la garderie pendant 8 mois. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que les enfants qui étaient en première année, en 2020, 2021, ça a créé des gaps. Pourquoi? Parce que la première année, tu apprends à lire. Puis tu apprends à lire, puis apprendre à lire, il faut que tu l'apprennes régulièrement. C'est la régularité. Là, ils ont eu de la misère. On a vu des enfants là, on est rendu en 3e, 4e année, puis c'est comme, comment ça, ils ne savent pas lire? T'sais? Ah, ben ça va aller, c'est la COVID, on donne des notes, ah, ils vont passer, ah, c'est un bulletin à ajuster. C'est comme, non, mais c'est ça ne marche pas. Alors, il y a tous les contextes sociaux ou les contextes de vie, puis il y a les contextes propres à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il vit à la maison, qu'est-ce qu'il vit ailleurs? Est-ce que ça vient jouer là-dessus? Et ensuite, nous, ben, l'aboutissement de notre évaluation, comme je vous disais, c'est des recommandations. C'est pour ça que la personne rentre dans notre bureau, puis quand je dis bureau privé, public, etc., mais qu'est-ce que je fais? Allez-vous me dire qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, ça, c'est les recommandations. Puis si on met les mêmes recommandations à Liam, Lucas, Noah, je ne sais pas qui, ça ne marche pas. Alors, oui, il faut être individualiste, individualisé, mais si on l'est trop, après ça, c'est too much. Il faut trouver un juste milieu. Et si on prend même le guide de l'OPQ, il est quand même clairement écrit que si un psy ou un neuropsy émet une recommandation, c'est parce que si on ne l'applique pas, on porte préjudice à l'enfant. Quand on y pense comme ça, puis quand on regarde nos rapports, ou des fois les rapports, ou les recommandations, on est comme, ouch, OK, ça va l'aider. Est-ce que si je ne la mets pas, je porte préjudice? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut être rigide là-dessus, mais il ne faut quand même pas l'oublier, que toute cette évaluation-là, ou cette démarche-là, est là dans cette optique-là, en tout cas quand on est en neuropsy clinique. Mais le but, ce n'est pas juste non plus de remplir des formulaires, puis d'avoir des aides à l'école, puis tout ça, parce que ça ne fonctionnera pas au bout du compte. Puis même, comme je vous disais, pour la personne elle-même, quand elle va arriver après pour actualiser, j'allais dire, son diplôme ou ses études, malheureusement, mais des fois, c'est que ça clash. Là c'est plate. Là, c'est dur. Là, c'est plus de la neuropsy que la personne a besoin. C'est plus de la psy parce que là, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Fait que c'est un petit peu ça, mon histoire du balancier. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça un balancier, mais en tout cas. Fait que moi, c'est comme ça que je le voyais dans notre job. Donc, ben voilà. Je vous ai fait un petit tour de ce que je fais au quotidien. Puis, ben, évidemment que je vais voir un jour en pratique. Voilà. On va prendre une question. Oui. Ben, moi, c'est une question. Par rapport à ce que vous venez de dire il n'y a pas très longtemps, de dire, ben, si les gens ont des difficultés, ben, là, qui ont c'est plus bad. Ben, non, mais Je suis pas sûre qu'on devrait le distribuer. Non, mais je pense que c'est plus nuancé. C'est plus complexe Merci. que ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là, le problème serait pas plutôt au niveau de dire, OK, il faut qu'on pousse pour qu'on ait un système qui soit plus adapté à ce moment-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'on argumente le fait que
Parce qu'on parle de préjudice, puis préjudice, bon, ça dépend comment on le définit, là. Il y a plein de façons de définir préjudice. Ben, il y a le son de la voix. Oui, non, mais je comprends. Après, il y a nos propres définitions. Mais c'est juste de dire, pour moi, c'est un peu plate de se dire, ben, on est dans une société où est-ce qu'on veut améliorer les choses, Ouais. on veut s'améliorer, de dire, ben, parce qu'on n'a pas mis assez d'argent là-dedans, ben, on s'en fout si quelqu'un qui a de la misère dans un certain domaine. Et je me demande, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plus de dire, ben, il faut qu'on pousse justement avec des études, avec des choses comme ça, pour dire, il faut qu'on mette plus d'argent pour que ces recommandations-là soient appliquées. Oui, oui, mais je sais pas, ça va peut-être avoir l'air froid, mais en même temps, il y a aussi, faut faire face à l'adversité parfois. Puis là, en disant ça, je pense à plein de familles qui font totalement face à l'adversité dans la vie, mais tout dépendant où on est. Je veux dire, ça s'est démocratisé, la neuropsychologie, ça s'est démocratisé d'avoir des problématiques, ça fait plus qu'avant, en tout cas, partie de l'identité de la personne. Non, mais c'est pas que je suis pas bonne, c'est parce que j'ai un trouble d'adaptation. C'est pas que je suis pas bonne, c'est parce que j'ai un TDAH. C'est pas que je suis weird, c'est parce que j'ai un TSA. C'est pas que... Alors, la neuropsy, c'est moins menaçant que la psy, des fois pour une personne, d'avoir un diagnostic neurodéveloppemental. Pas de ta faute, tu es construit de même. Puis c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas le fun. Puis en même temps que je dis ça, en même temps qu'il y a plein de gens qui feraient comme, hey, je m'en passerais solide là, tu sais, d'avoir certaines difficultés. Euh, alors, il y a avoir un trouble neurodéveloppemental et un diagnostic, c'est une chose. En même temps, euh, il y a aussi les fluctuations normales de la vie, les fluctuations normales de l'humain et des compétences. Euh, quand je parle de tough luck, mettons, c'est pas de dire tu as des troubles neurodéveloppementaux, puis ben, arrange-toi. C'est-à-dire, des fois, on a des défis, des fois, il y a des difficultés, des fois, il y a des gens qui ont des faiblesses attentionnelles, des fragilités en lecture, qui sont pas bons en maths, ou etc. Ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental. On peut t'accompagner, t'aider, mais est-ce que de déployer la même énergie humaine, financière, etc., de la société pour certaines personnes comparativement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si c'est un bon choix de société. Je ne suis pas là pour faire des politiques, là. Euh, mais des fois, c'est difficile de dire, tu sais, jusqu'où on va aller, justement, dans, je veux dire, 15 élèves sur 28 qui ont un plan d'intervention dans une classe, je le comprends, le prof de battre sa vie, là, puis de faire comme comment tu veux. Parle plus fort pour elle, parle moins pour lui, donne plus de picto pour lui donne plus de temps. Chacun, il faut qu'il y ait une place privilégiée dans la classe. Ben, j'en ai pas 22 places privilégiées, là, dans une classe de 28, tu sais. Il y a comme une réalité que je ne sais pas. Donc, jusqu'où aller? Oui, je pense qu'il y a il y a place à l'amélioration. Il y a eu énormément d'améliorations depuis les 10, 15, 20 dernières années. Puis, je ne suis pas un parti ou pas un parti, là, je dis juste objectivement de ce que je vois. Alors, ben, d'en faire plus, oui. Euh, mais c'est que je ne mettrais pas tout le monde dans le même panier. Et puis, je suis qui, moi, pour juger, hey, toi, ta difficulté, elle vaut la peine, puis toi, elle vaut pas la peine. Là. Je comprends, un peu comme vous dites, le préjudice dépend de la personne. Puis là, ben là, on ne parle pas de la santé mentale, là, tu sais, là, ça, c'est une autre histoire là, qui vient s'imbriquer. Alors, pour ça que je dis, je ne le sais pas jusqu'où. Euh, ouais, je sais pas. Mais en fait, pour faire du pouce sur ce que tu dis, parce que je comprends tout à fait le point, mais ben, il y a une réalité dans laquelle oui, on peut mettre plus d'argent, mais on le sait, si on en met plus là, on va dans le ballon. Fait que, il y a comme une réalité avec laquelle il faut conjuguer, mais il y a aussi, comme tu l'as mentionné, puis ça, on le voit maintenant, c'est que quand on met trop de trucs compensatoires, tu sais, moi, en clinique, j'en vois souvent que j'ai vu des petits primaires, puis là, je revois fin de secondaire pour l'orientation des programmes, ça n'a pas trop, je vais-tu faire ça? Puis, je veux dire, s'il y a eu trop de compensation tout le temps, ben, il va arriver sur le marché du travail, puis la personne, elle ne sera pas autonome, puis elle pourra pas, elle va se faire licencier, puis elle va être malheureuse. Là. Fait que, tu sais, il y a un côté, oui, quand il y a des diagnostics, il faut mettre des choses en place, mais il faut faire attention, tu sais, on veut l'aider à long terme, la personne.
Mais il y a aussi le fait que des fois, tu sais, c'est pas des diagnostics francs, tu sais, Ouais. on est tous bons et pas bons dans certaines affaires. Des fois, il faut l'accepter aussi. Mais je comprends ça, mais en même temps, en tant que. Puis bon, après, c'est un peu plus grand que le. Non, non, je comprends. Mais en tant que société, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se dire justement, ben, OK, mais il faut aussi qu'on aille essayer d'améliorer ça. Par exemple, justement, on a un système qui est très focusé sur un type, justement, le QI. Bon, c'est une très bonne façon d'évaluer le rendement scolaire parce que c'est collé au rendement académique puis le système duquel il Comme est ça. fait. Puis ça priorise, puis ça privilégie un type de force et moins un type de faiblesse. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est pas une forme de discrimination de dire, ben celle-là, ça nous arrange parce que ben, ils sont quand même capables de fonctionner, puis that's it. Puis ceux-là, ben, ils sont juste pas bons. Fait que quand ils terminent le secondaire, ben, ils vont pas continuer l'école parce que c'est dur pour eux, puis ils vont faire d'autres choses. Fait que c'est plus ça le questionnement, tu sais, que Oui, je comprends. Et donc, plus de choses en place comme on le fait maintenant ou différentes mais ou. différemment, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut, puis parce que moi, j'étudie les profils neurocognitifs chez les enfants neurotypiques, justement, pour voir est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, d'avoir des façons d'enseigner, peut-être à ce moment-là, ce serait plus au niveau de l'enseignement. Pourquoi on n'aurait pas des neuropsy ou des ergos avec les enseignants, puis de regarder comment est-ce qu'on peut donner, puis distribuer cette information-là de façon qu'elle soit plus adaptée à plusieurs types de personnes, par opposition à un type, puis de dire, ben, soit tu es dans la norme, Ouais, soit tu es malade, ou tu as un diagnostic. Puis si tu es entre les deux, c'est comme je sais pas, on laisse un D'avoir peu plus tomber. de types d'école, je sais pas, tu sais, comme, je veux dire, il y a l'école alternative, là, il y a l'école plus régulière, c'est pas fou. C'est pas fou, tu sais, ça veut, comme tu dis, il y a de la variabilité dans les neurotypiques, là, aussi. Mais Ouais. c'est ça. Mais Ouais. c'est vrai que ça n'a pas, c'est pas en lien avec le diagnostic en soi. Non, C'est je vrai que ça comprends. serait pas le même type Hum, d'intervention hum. de support qu'on donnerait pour les enfants avec des troubles. Il y a une autre question, puis il y a une question aussi à la maison. Donc, on va prendre la question ici, puis ensuite la question. C'est juste peut-être pour par rapport à cette discussion-là. Ben, merci pour le commentaire. Puis merci, Eliane, pour ta présentation. Plaisir. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Ben, tu sais, je pense que ça pose aussi la question de savoir c'est quoi le rôle de l'école, des spécialistes, des orthopédagogues, des enseignants, des spécialistes de l'éducation, c'est une chose. Mais ici, on est plus en neuropsy. Fait que je pense que ça pose beaucoup la question. Puis moi, je suis de la génération où aussi, on mettait des pages de recommandations. Tu sais, on en était le plus possible. C'est ça qu'on nous disait. Mais je ne me souviens pas d'avoir été toujours voir les données probantes sur ces recommandations-là. Donc, je pense que c'est aussi ça de se rappeler que est-ce que c'est vraiment démontré que ça va aider? Puis s'il n'y a pas de données probantes, puis que ça exige beaucoup du système de mettre cette recommandation-là en place, bien, est-ce que je devrais la mettre ou pas la mettre? Fait que c'est pas juste savoir s'il y a un préjudice, mais c'est de voir, moi, comme neuropsy, Ce que je recommande, est-ce que ça marche? est-ce que ça marche ou pas? Fait que ça, je pense qu'on l'avait un peu oublié, puis on le voit aussi que dans les accommodements qu'on a parfois, tu sais, qu'on voit dans les écoles, ben, c'est pas toujours clair que des données probantes, puis ça exige beaucoup de l'enseignant. Donc, de voir, je pense que c'est de se rappeler ça, peut-être. Par rapport à ça, si je peux juste, j'oublie pas, euh, l'INES publie, là, je pense que le plus récent, c'était en novembre 2025, entre autres par rapport au TDAH, puis aux prises en charge pour le TDAH, pour les tout petits, enfants, ados. Je ne me souviens pas s'ils vont à l'adulte, là, ça fait un bout de temps, là. On avait discuté en équipe, mais c'est pas une revue de littérature, mais d'une certaine façon, et c'est présenté de façon très concrète. Là, vous avez le document résumé, qui est comme en 12 pages, du document de 75 pages que vous pouvez lire aussi. Ayant lu les deux, je vous dis, le document résumé, il est vraiment bon. Là. Il vaut vraiment la peine, puis il reprend vraiment les informations. Si vous doutez, ben, allez lire le gros. Mais je pense que je lis sur mon ordi, je pourrais le trouver, mais justement, c'est un petit peu dire, bon, ben, ça marche-tu le neurofeedback? Ça marche-tu la prise en charge puis les programmes de rééducation des fonctions exécutives? Ça marche-tu telle affaire? Et il y a une évaluation différente selon aussi l'âge. C'est ce qui est pertinent, je trouve, aussi, en tout cas, de ce document-là, qui est fait quand même de façon systématique pour orienter un peu le clinicien, dire, ben, tu sais, par où on va? La médication, tu sais, ça marche. Mais est-ce la première recommandation quand l'enfant a 5 ans?
Ben non, tu sais, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, puis peut-être que oui, peut-être que non, là, la famille le fera. Mais effectivement, je pense que j'ai l'impression que ça, j'en vois de plus en plus, là, comme il y a des études Umbrella, là, tu sais, des revues de revues, là, en tout cas, qui sortent de plus en plus par rapport à l'intervention de l'autisme, par rapport. Bon, tout n'est pas là-dedans parce que pour faire une revue de revue, il faut qu'on ait révisé, en tout cas, faut qu'il y ait de l'étude là-dessus. Bref, s'il n'y a pas eu d'étude sur un moyen, on ne le sait pas. Mais je trouve que ça commence un petit peu plus à être accessible, ces données probantes-là. En tant que clinicien, il n'y a pas grand monde qui a des réflexes d'aller les regarder, par contre. Il y a des scientifiques là, qui sont là qui sont vraiment capables d'évaluer Ouais. la littérature, donc c'est Ouais. super s'ils commencent à produire. Oui. Oui, c'est ça. Je pense justement, c'était. Ah, ben j'allais dire, je vais le. Oh, fallait-tu pas que je fasse C'est ça? pas grave, aucun problème. OK. Pardon. J'allais fouiller dans mon ordi, puis bon. Ah, ben, Mais vous si on pouvez y Google Inès TDAH, il sort direct. C'est ça, hein? OK, bon, ben voilà. Bon. Oui. aller. Donc, on va prendre la question de Minato. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Vraiment très intéressant comme conférence. J'ai une grosse question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Vous en avez parlé brièvement avec justement quand il y a eu la COVID, les interruptions dans les écoles, après ça, il y a les grèves et tout. Puis vous avez souvent parlé de la différence entre un retard et un trouble. Puis je me questionnais justement considérant les interruptions au niveau de l'enseignement, tu sais, surtout pour les enfants au primaire. Puis, ce qui se passe en ce moment dans le système public, on voit avec la difficulté d'avoir des profs, souvent les remplaçants et tout. Je me demandais l'impact que ça a justement sur notre capacité à venir différencier un retard et un trouble, puis aussi notre capacité à utiliser les échantillons normatifs qu'on a présentement pour pouvoir comparer les performances des élèves dans les situations actuelles comparé à, par exemple, ce qu'il y avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ouais. Ben non, mais je dis ouais, c'est une bonne question. Bon, je perçois plusieurs volets dans votre question. On dirait que je ne sais pas où regarder, je vais regarder là. Je perçois différents volets. Est-ce que ça a un impact sur les apprentissages? Oui, mais pas pour tous les. De ce qu'on sait, là, de ce que j'ai lu, puis là, je ne vous dis pas que j'ai tout lu, là, évidemment. Les impacts sont plus grands, comme je dis, quand, par exemple, au premier cycle, la COVID, ça a quand même ça pu être étudié. Là, il y a eu un arrêt, puis c'était assez systématique. C'était pas le fun, mais pour la recherche, ça fait quand même ça peut faire des données intéressantes, là, puis ça nous permet de comprendre des phénomènes. Et c'est là où on a vu, entre autres, que pour les enfants en début d'apprentissage, les enfants en première année, première, deuxième année, ou qui avaient de la difficulté d'apprentissage puis qui étaient au premier cycle, généralement, c'est eux qui en pâtissaient le plus, si je peux me permettre, où ça a été plus difficile parce que au premier cycle, il y a comme des fondations des apprentissages que tu apprends. Alors qu'il y a comme des choses qui ont été plus faciles à récupérer. Ça ne veut pas dire sans impact, sans dommage, mais à un moment donné, c'est aussi de voir un peu, ben, comme on dit, je veux dire, à quel point c'est significatif, puis c'est permanent, le problème ou le dommage. Là, je ne vous parle pas, par contre, des impacts sur la santé mentale, la socialisation. C'est sûr que ces arrêts de scolarité-là n'avaient pas le même impact. Par exemple, chez les étudiants du secondaire, cégep, puis même cégep université, qu'au primaire, où j'ai l'impression qu'au primaire, les aspects sur la santé mentale étaient peut-être moindres que dans certaines périodes de la vie où la socialisation n'a pas le même rôle. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de nos normes? Bon, ben, déjà, des normes, c'est jamais parfait, là, honnêtement. C'est jamais parfait. Je veux dire, la Teach, c'est des normes australiennes, l'autre, c'est des normes de ci, l'autre, à date de, je ne sais pas combien d'années, l'autre, elle est française, l'autre n'est pas française, tatati, tatata. C'est pas top, les normes. J'ai travaillé un couple de temps beaucoup avec des psychologues du Nouveau-Brunswick francophones. Puis là, c'était une neuropsy de là-bas. Elle me dit, comme notre moyenne chez nos bons lecteurs, c'est moins un écart type à l'alouette, là, parce que c'est ça le niveau. Si on travaille encore aujourd'hui avec des franco-ontariens, puis c'est rien pour, rien contre, mais objectivement parlant, le niveau de lecture en français, à dire en franco-ontario, là, c'est pas ça, mais
Dans les écoles francophones en Ontario, c'est clairement pas le même qu'ici au Québec, admettons. Fait que les normes, c'est sûr qu'il faut en prendre puis en laisser. C'est des fois plus sévère que le rendement scolaire, que le rendement dans les AVQ, dans les activités de la vie quotidienne, exact. Idéalement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu sais, on prend aussi l'information, c'est là de dire qui travaille avec cet enfant-là, qui le côtoie. Est-ce qu'il y a une orthopédagogue? Est-ce qu'il y a un prof? Comment va son progrès? Alors, il y a nos normes à nous, mais il y a aussi quel est le cheminement de l'enfant. Comme les enfants, OK, bon, je travaille avec un enfant, cette année, il rentre à l'école francophone. Il était bilingue, ben, il est bilingue, là, il est encore bilingue, là. Il était à l'école bilingue jusqu'à l'année passée. Bon, il est en 5e année. Ben, c'est pas si facile, là, le français. Fait que là, le retard en français, bon, ben, c'est clair qu'on ne va pas parler d'une dyslexie maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit le bilinguisme, par exemple, même le parent ne parle ni français ni anglais à la maison, l'enfant est scolarisé en français, mais il parle anglais toujours au quotidien, avec un autre dialecte avec son parent, puis il y a de la misère en lecture, en écriture. Bon, là, les normes, c'est un des soucis, mais c'est clairement pas le seul. Alors, c'est là où il faut avoir de l'information, idéalement multi. L'école, le prof, les documents scolaires, y a-t-il quelqu'un qui travaille avec cet enfant-là? Moi, je vois quoi? Puis c'est là où, des fois, une évaluation figée dans le temps, ah oui, c'est là la caméra, c'est pas top. C'est là où il faut essayer d'avoir des données idéalement un peu en continu. Mais tu sais, ce pas des études longitudinales qu'on fait là non plus. Puis c'est pas de dire, ben revenez à chaque année, puis un jour, je vais être capable de vous dire quelque chose parce que ça fait d'allure. Mais d'avoir un peu ces informations-là, je vous dirais, puis on fait avec. Je veux dire, un jeune qui vient, qui a 14 ans pour une dyslexie, là, tout le monde s'arrache les cheveux. Il n'a pas de bon test avec des normes pour 13-14 ans. Comme il y a un trou. Il y a un trou là, autant dans les tests français que dans les tests ici, on est comme ah, tu sais, j'espère qu'ils ne viennent pas pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'arrange avec ce qu'on a. Il y a quand même des choses qui existent, j'exagère un peu, mais c'est ça. C'est pas une science dure là, qu'on est en train de faire. Hein? Nos tests neuropsy, là, c'est pas la vérité vraie non plus. Alors, faut reprendre tous nos critères, il faut reprendre toute l'histoire de vie et il faut faire une synthèse de tout ça le mieux possible, de la façon la plus diligente. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut continuer aussi à échanger avec vous peut-être Oui. à la conférence. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir.